Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans l'édition Vox News de ce vendredi 24 juin 2016. L'ancien ministre sénégalais Karim Wade retrouve la liberté. Le président Macky Sall a gracié le fils de son prédécesseur ce vendredi. Selon une disposition légale, Karim Wade était libérable puisqu'il avait purgé la moitié de sa peine depuis son arrestation en 2013. En mars 2015, une juridiction spéciale condamnait le fils d'Abdoulaye Wade à 6 ans de prison et 210 millions d'euros d'amende, environ 138 milliards de francs CFA, pour enrichissement illicite. Alors qu'il était conseiller puis ministre de son père, Karim Wade avait acquis illégalement un patrimoine estimé à 178 millions d'euros, soit environ 117 milliards de francs CFA. Un décret présidentiel précise tout de même que les sanctions financières et les pénalités décidées contre Karim Wade sont maintenues. Le candidat du Parti démocratique sénégalais désigné pour la présidentielle de 2019 a quitté Dakar dans la journée, direction le Qatar. 75 miliciens supposés ont été arrêtés mardi en République démocratique du Congo, selon l'annonce jeudi des autorités du pays. Le ministre de la Justice a annoncé que ces personnes sont accusées d'appartenir à l'Armée de Jésus, une nouvelle milice qui sévit dans l'est du pays. Parmi les 75 suspects, il y a Frédéric Batoumike, un député provincial qui serait le chef de cette milice. M. Batoumike est notamment accusé de plusieurs attaques meurtrières contre l'armée et la police, de l'assassinat le 17 mars d'Évariste Kassali, un défenseur des droits de l'homme, ainsi que du meurtre en 2012 d'un propriétaire allemand de plantation dans le sud Kivu. Nouvelle complication pour le président sud-africain. Jacob Zuma, inquiété entre autres dans une affaire de contrat d'armement, pourra de nouveau être poursuivi. La haute cour de Pretoria en a décidé ainsi ce vendredi, rejetant l'appel du parquet et de Jacob Zuma suite au rétablissement fin avril 2016 des charges retenues contre le chef de l'État. En 2009, le parquet avait décidé, sur la base d'un vice de forme, de retirer des poursuites pour corruption, fraude fiscale et racket datant de décembre 2007. Jacob Zuma, alors chef du Congrès national africain, aurait accepté des pots de vin dans le cadre de la signature, en 1999, d'un contrat d'armement de 4 800 millions de dollars, environ 2 900 milliards de francs CFA. Après les graves inondations qui ont frappé la ville de Douala ces 2 derniers jours, l'heure est au bilan. Même si pour l'instant, aucun chiffre n'est avancé par les autorités administratives, certaines sources à la communauté urbaine de Douala font état des dizaines de millions de francs CFA de pertes en nature, notamment des dommages subis par des particuliers qui ont pour certains perdu leurs habitations ainsi que leurs véhicules et plusieurs biens mobiliers. Les maisons sont englouties. Vous voyez une maison par exemple où l'eau monte jusqu'au niveau de la fenêtre. Donc, toute la maison entièrement est inondée. Mais davantage, l'inquiétude de ces inondations porte sur la récurrence du phénomène. Les inondations du 23 juin dernier étaient en quelque sorte une répétition de celles du 15 juin 2015 qui avait plongé plusieurs quartiers de Douala sous les eaux avec à la clé des millions de francs CFA de pertes et des blessés souvent graves. À chaque fois, le même problème est pointé du doigt, les constructions anarchiques qui bloquent les drains et occasionnent une sortie des eaux de leur lit. Après les inondations de Douala, les autorités de la ville ont fait un certain nombre d'annonces pour stopper l'hémorragie. Parmi celles-ci, on note le lancement prochain d'une campagne de déguerpissement qui visera à démolir toutes les constructions anarchiques. Dans les jours à venir, la plateforme qui régit la communauté urbaine et les communes d'arrondissement, nous ferons tout et tout pour essayer d'élargir un peu ces drains-là. Et je pense que sur le plan moderne, la communauté urbaine est en train de se préparer pour réaliser, n'est-ce pas, des bons projets dans ce sens-là. Des annonces qui doivent toutefois être rapidement mises en œuvre pour éviter d'autres catastrophes de ce genre. Rendue en pleine saison de pluie en ce mois de juin, la ville de Douala n'est pas encore épargnée de nouvelles inondations. Cette réunion vise à faire un meilleur suivi des ressources mises à la disposition des pays de l'Afrique de l'Ouest par l'Union européenne. C'est également le lieu de donner les orientations nécessaires en vue d'une utilisation optimale de ces ressources. Aujourd'hui sera un moment important pour analyser ensemble comment nous pouvons faire mieux.
Nous ne sommes jamais satisfaits en tant qu'êtres humains. Donc effectivement, nous avons un niveau de réalisation, un niveau d'engagement, mais je suis convaincue que nous pouvons trouver les manières de faire mieux, surtout parce que nous sommes en train de terminer un portefeuille financier, mais nous avons devant nous un nouveau portefeuille financier de plus d'1,150 milliard, donc des sommes d'euros, des sommes extrêmement importantes et significatives qui doivent être mises en œuvre, et nous voulons agir et identifier les solutions de manière que nous puissions mettre en œuvre ces gros montants à travers des projets et des programmes de manière efficace, effective et au bénéfice direct de la population. Déjà, les différents axes d'intervention sont déterminés. Nous avons sélectionné 3 hautes priorités. Paix, sécurité et stabilité. Vous savez que la paix, avec le djihadisme et le terrorisme, ça préoccupe tout le monde. Lorsqu'on demande aux gens maintenant quelle est votre préoccupation majeure, ce n'est plus la nourriture, c'est la sécurité et la protection. Si on se réveille le matin, on vient tout de suite de rentrer le soir sans qu'on ne vous tire dessus. Le deuxième volet, c'est l'intégration. Favoriser et accélérer l'intégration. 41 ans de la CEDEAO, nous sommes à 12%. Que faire pour impulser, donner une nouvelle impulsion à la libre circulation des biens, des personnes, des capitaux et des services. Et le troisième volet constitue l'amélioration du commerce, de l'économie et la résilience au niveau de nos États. Ces chantiers répondent à des besoins et des défis précis de la sous-région sur les plans de l'intégration économique, de la sécurité et du développement. Vous ne pouvez pas faire un processus d'intégration, imprimer à votre économie une tendance sur le long terme de croissance que vous voulez inclusive si vous n'avez pas une interconnexion entre les économies de la CEDEAO, UEMOA bien sûr compris. Vous ne pouvez pas également parler de compétitivité si vous n'avez pas une maîtrise également du facteur le plus important de la compétitivité qu'est l'énergie. Enfin, vous ne pouvez pas parler d'inclusivité des populations si les aspects agricoles ne sont pas pris en charge. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont réaffirmé leur engagement et leur devoir de contrôle de l'utilisation à bon escient de l'aide mise à la disposition de la région avec une politique de gestion rigoureuse. Autre coopération euro-africaine, celle au Togo de l'Union européenne, de la France et de l'Allemagne. Ces 3 partenaires du Togo ont décidé de mettre en place un cadre pour coordonner la coopération au développement du pays, ainsi que d'apporter un appui conjoint de 715 millions d'euros, soit environ 470 milliards de francs CFA. Le document de programmation conjointe a été signé mercredi à Lomé, comme le détaille le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo. Comment offrir des opportunités sur place, ici? Comment aider à que les Togo puissent offrir et puissent remplir les aspirations de la jeunesse togolaise. Et dans ce cadre, on essaie de faire notre mieux avec l'aide au développement que les citoyens de nos pays respectifs, de l'Union européenne en général, apportent au Togo. Le Togo n'est pas un pays d'immigration irrégulière. La migration au Togo va principalement vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous, ici, au Togo, nous essayons de renforcer ces volets de développement pour, comme j'ai dit, offrir ces conditions d'emploi et d'investissement pour le développement du Togo. Quels impacts en revanche sur l'économie des pays africains après la décision ce vendredi du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne? Des premiers indices ont déjà pointé le jour même, avec la chute sur le continent de plusieurs devises et actions et obligations en bourse. Également affectés par le résultat du référendum britannique, les secteurs africains du pétrole et d'autres matières premières en crise depuis ce vendredi. Autant de bouleversements qui ont poussé certains politiques africains à s'exprimer afin de rassurer leurs citoyens. Le ministre kényan des Finances a par exemple déclaré que le pays possède des réserves de change suffisantes pour prendre des mesures en cas de répercussion de la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. Au Ghana, le ministre des Affaires étrangères a quant à lui annoncé que son pays considérerait une renégociation de son partenariat commercial avec le Royaume-Uni. Malgré les inquiétudes, le Ghana et le Kenya ont observé une augmentation des rendements des obligations en dollars dans leur pays et la plupart des mineurs d'or ont constaté la plus forte augmentation du métal précieux depuis 2008, l'or perçu comme une valeur refuge en temps de crise.
Le pays africain le plus impacté reste l'Afrique du Sud, avec une chute du rand et de son indice boursier de référence, tombé à son plus bas niveau depuis janvier. Le pays a cependant récupéré une partie de ses pertes antérieures à la clôture de la bourse. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait engendrer une contraction de leur activité économique, de leur capacité financière et des flux de capitaux financiers. Et ça va avoir un impact sur l'Afrique du Sud parce que le Royaume-Uni et Londres sont des sources majeures de capitaux pour notre pays, notamment en termes d'investissements directs étrangers. Donc, de notre point de vue, c'est négatif. Et les conséquences négatives en chaîne pourraient s'accumuler avec le temps. Les réactions en chaîne pourraient s'accumuler négativement et cela pourrait affecter l'Afrique du Sud, impacter le flux de capitaux et de biens en Afrique du Sud. Et comme nous sommes la porte vers le reste du continent, ce flux pourrait être affaibli pour toute l'Afrique. L'effet sera neutre parce que les économies africaines sont assez bien diversifiées. Le commerce y est diversifié. Le Royaume-Uni n'est pas un gros importateur de produits africains en tant que tel. Pour le Nigeria, par exemple, le Nigeria ne vend pas de pétrole au Royaume-Uni, ne vend pas de gaz au Royaume-Uni. Le pays ne vend qu'une quantité limitée de cacao. Donc en termes d'exportation, cela n'a aucune incidence pour le Nigeria. Mais pour les importations, cela les rend moins chers. La demande de pétrole ne va pas diminuer à cause de cela, mais cela signifie que c'est la fin de l'Europe. Est-ce l'éclatement de l'Europe? Ou au contraire, la rupture du Royaume-Uni? Si l'Europe reste ensemble, l'impact sur le pétrole à la longue ne sera pas un problème. Mais si c'est le début de l'éclatement de l'Europe, plutôt que d'une consolidation, alors nous allons constater des problèmes. Nous avons affaire à des changements dans la structure des échanges, un changement de gouvernement, probablement un changement de philosophie et aussi un changement dans la direction des investissements. La décision est historique. Jeudi 23 juin 2016, 51,9% des électeurs britanniques ont voté pour un retrait de l'Union européenne, soit plus de 17,4 millions de citoyens. La mobilisation pour le référendum britannique sur l'UE a été plus forte de 6,1 points que pour les élections générales de mai 2015. Le taux de participation a atteint plus de 72%. Les résultats montrent cependant des disparités entre les différentes zones du Royaume. L'Angleterre et le Pays de Galles ont voté pour la sortie de l'Europe, alors qu'en Écosse et en Irlande du Nord, c'est le non qui l'a emporté. Globalement, les régions industrielles anglaises ont massivement voté contre l'UE, et ce malgré l'appel des travaillistes. Le vote historique a déclenché ce vendredi une avalanche de réactions de la part de tous les politiques européens. Mais c'est surtout le dépit du Premier ministre britannique David Cameron qui a marqué après la publication du résultat officiel. David Cameron qui a aussitôt annoncé sa démission dès qu'un nouveau dirigeant aura été désigné par son parti conservateur début octobre. Les Britanniques ont pris une décision très claire en prenant un chemin différent et de ce résultat, je pense que le pays a besoin d'un nouveau leader pour prendre cette direction. Je ferai tout ce que je peux en tant que Premier ministre pour stabiliser le navire au cours des prochaines semaines et des prochains mois, mais je ne pense pas que ce serait bien pour moi d'essayer d'être le capitaine qui dirige notre pays vers sa prochaine destination. La négociation avec l'Union européenne devra commencer avec un nouveau Premier ministre et je pense qu'il est juste que ce nouveau Premier ministre prenne la décision de déclencher l'article 50 et de commencer le processus formel et juridique afin de quitter l'UE. Partout dans le monde, les gens ont regardé le choix que la Grande-Bretagne a fait. Je voudrais rassurer les marchés, les investisseurs, que l'économie britannique est fondamentalement solide. Et je voudrais aussi rassurer les Britanniques vivant dans les pays européens et les citoyens européens vivant ici qu'il n'y aura pas de changement immédiat dans votre situation. Il n'y aura pas de changement initial dans la façon dont nos gens peuvent voyager, dans la façon dont nos produits peuvent être exportés, dans la façon dont nos services peuvent être vendus. La situation de crise au Burundi continue d'interpeller. Depuis la Belgique où elle a été forcée de fuir son pays, la Burundaise Marguerite Barankitse appelle la communauté internationale à agir d'urgence. En marge de la réception d'un prix européen saluant son combat, la militante des droits de l'homme demande aux responsables du monde entier d'agir avant qu'il ne soit trop tard et d'éviter que la situation au Burundi ne dégénère en un génocide comme au Rwanda en 1994. Les crimes de Nkurunziza sont connus. Le monde entier ne va pas dire qu'il n'était pas au courant. Nous l'avons assez crié. Ça fait une année
qu'on le crie, une année qu'on nous tue. Et alors, ce qui peut sauver le Burundi, c'est qu'on amène tous ces criminels devant le tribunal international de La Haye. Il y a plus de 6000 personnes qui sont dans les prisons. On a retrouvé 9 fosses communes. On ne sait pas dénombrer des personnes qui sont mortes. Il ne faut pas que demain ça soit comme le génocide du Rwanda, et qu'après ils viendront nous envoyer des ONG d'urgence, alors qu'ils pouvaient prévenir toutes ces tueries au Burundi. J'ai été menacée de mort, j'ai eu un mandat d'arrêt international et j'ai décidé de quitter le Burundi. Parce que un de mes enfants m'a écrit « Maman, nous te voulons vivante. Ne voulons pas être pour la deuxième fois orphelins. » Les droits de l'homme également à l'honneur au Malawi. Jeudi, des parlementaires ont manifesté à Lilongwe. Les manifestants, parmi lesquels plusieurs députés, demandent l'arrêt des violences à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme dans le pays. Début juin déjà, Amnesty International interpellé sur une vague sans précédent d'attaques brutales sur les albinos du Malawi, notamment de très jeunes enfants. J'organise cette manifestation pour montrer notre colère aux parlementaires qui n'en font pas assez, car le nombre est maintenant de 18, plus ceux qui ont été kidnappés, ceux qui ne sont visibles nulle part, en tout 86 personnes. Pour le moment, les responsables vivent avec nous, dans notre voisinage. Pourquoi ne devrions-nous pas les tuer? Nous devons les tuer parce que nous avons la loi en place. En dehors de manifester, nous voulons maintenant un changement dans les mentalités. Nous voulons que les gens nous acceptent. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes des êtres humains à part entière. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes autant capables que n'importe qui d'autre. Nous voulons que les gens sachent que nous pouvons faire ce que n'importe qui peut faire. Les effets personnels de la diva américaine Whitney Houston en vente aux enchères ce vendredi. C'est à Beverly Hills, aux États-Unis, que les fans de la défunte chanteuse se sont rendus pour tenter d'acquérir quelques objets parmi la centaine présentée par la maison de vente. Parmi la liste, des tenues de scène célèbres, des bijoux et même des papiers d'identité. La vente aux enchères concerne également une célèbre guitare du chanteur Prince ainsi qu'une mèche de cheveux du Britannique David Bowie. Nous avons des robes qu'elle a portées sur scène, de nombreuses récompenses musicales américaines comme les MTV Awards. Nous avons des disques d'or, nous avons des objets qui lui ont été offerts par d'autres célébrités comme une paire de baskets offerte par Michael Jordan ou un livre dédicacé par Nelson Mandela. Ils étaient très amis. C'est une très belle pièce. Nous avons la photo de Whitney qui porte la robe sur la pochette de son album My Love Is Your Love, sorti en 1998. Les vêtements qui sont accompagnés de photos montrant l'artiste les portant font grimper la valeur. Cela montre aux collectionneurs que le vêtement a vraiment été porté. Nous pensons que cette robe sera vendue plus de $1000. En fait, je pense qu'elle va partir bien au-delà de $1000. Des directs et des crochets pour apaiser les tensions. C'est le but que s'est fixé Puro Oxelo, l'ancien expatrié canadien est revenu dans son pays natal, le Soudan du Sud, pour ouvrir un club de boxe. Aujourd'hui, il dirige l'équipe nationale. Il ne faut pas résumer le Soudan du Sud aux guerres, à la famine, aux meurtres et aux destructions. Il y a des champions qui peuvent sortir de ce pays. Depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud est régulièrement en proie à des conflits entre gouvernement et opposition rebelle. Alors plus que de récolter des médailles, l'enjeu ici est bien de prôner la tolérance et l'ouverture d'esprit. J'essaie de leur apprendre à être eux-mêmes, à être humains, à être plus tolérants avec les autres, à dépasser le tribalisme, car le tribalisme est un gros problème ici. Les jeunes de Puro Okello parcourent le continent africain pour participer à des compétitions. Dernièrement, ils se sont rendus au Kenya, en Éthiopie ou encore en Égypte. Quand je les vois là, comme vous les voyez, unis, quand ils parlent, quand ils rient, quand ils blaguent les uns avec les autres, ça signifie quelque chose pour moi, et aussi pour tous les Soudanais du Sud. Ici, nous essayons de faire au mieux. Pour le boxeur, tant que la paix tiendra au Soudan du Sud, les membres de son équipe continueront à s'entraîner tous les jours. Cette Tunisienne s'entraîne dur pour une qualification aux Jeux Olympiques. Elle pratique le rugby à 7,
qui sera pour la première fois au programme à Rio. Une tâche qui s'annonce rude, mais cette sélection atypique veut croire en ses chances. Nous avons souffert et nous avons fait beaucoup de sacrifices. Même avec nos familles qui ne profitent pas souvent de nous. Nous nous sommes beaucoup éloignés de nos foyers, de nos entourages. Pourquoi ne pas se qualifier ? Les équipes qui se qualifieront ne sont pas meilleures que nous. Nous avons des qualités. Nous avons 20 filles qui en sont capables. La sélection féminine de rugby à 7 a été créée en 2002 et l'équipe nationale en 2005. Depuis, cette sélection a été championne d'Afrique en 2012 et notamment participé à la Coupe du Monde de 2013 en Russie. Francis Crespo, le manager général de la fédération, avait quelques réserves initiales, mais il a vite été convaincu par les qualités de l'équipe, devenue l'une des 3 meilleures d'Afrique. Je me demandais ce qu'on pouvait faire du rugby tunisien, du rugby féminin en Tunisie, parce que on sait que c'est difficile pour les filles de faire du sport, c'est pas toujours facile. Ensuite, trouver des filles de qualité, où est-ce qu'on allait en trouver? Puis finalement, quand j'ai vu à quel niveau elles étaient capables de jouer à la Coupe du Monde de 2013, donc j'ai dit il y a quand même un réel potentiel. L'équipe tunisienne de rugby à 7 est la seule à jouer à un niveau international dans la région. Mais le parcours de ces joueuses n'a pas toujours été facile. Ce sport est souvent considéré comme masculin car il y a beaucoup de contacts. Il a donc fallu persévérer dans ce pays musulman où les femmes disposent toutefois d'un statut unique dans la région. C'est plus facile de faire des résultats avec les filles qu'avec les garçons. Et c'est ça l'idée. En plus de faire jouer des filles au rugby, c'était une idée géniale. C'est pas facile de faire, surtout un pays musulman, un pays, d'intégrer le rugby comme sport de contact pour les filles. Et ça a bien marché. Le rugby féminin compte près de 1000 licenciés en Tunisie et représentait le plus gros budget de la fédération l'année dernière avant les hommes. Et au-delà des JO, les responsables espèrent que cet investissement permettra de donner un coup de pouce à l'ensemble du rugby tunisien. La santé est le plus grand gagnant de cette 5e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique. Les 3 projets ainsi récompensés par le jury visent à résoudre les problèmes de santé des populations. Le 3e prix, celui de l'innovation ayant le plus fort impact social pour la communauté ou le pays, est revenu au Nigérian Eddie Agbo qui remporte $25,000, soit 14 millions de francs CFA. Le docteur Agbo a mis au point le tout premier test mondial de dépistage du paludisme par les urines, dénommé Urine Malaria Test. Ce dispositif de diagnostic révolutionnaire est capable de détecter le paludisme en moins de 25 minutes. Jusqu'ici, il n'existait que des tests sanguins. Il rêve aujourd'hui de distribuer son produit dans toute l'Afrique. Je suis tellement bouleversé. C'est dur de décrire ce que vous ressentez. Vous pouvez seulement le ressentir pour comprendre. C'est vraiment difficile de décrire ça. Nous aimerions commencer à sortir notre produit et le mettre entre les mains des Africains qui en ont vraiment besoin. Les gens meurent de la malaria chaque jour. Certains sans savoir qu'ils ont la malaria. Avec ce prix, le but maintenant c'est de commencer à le sortir pour que plus de gens puissent faire l'urine malaria test. More people will begin to touch, to feel and to experience the urine malaria test. Le 2e prix affichant le meilleur potentiel commercial est revenu au Dr Imogen Wright. Cette Sud-Africaine remporte aussi $25,000 et elle a trouvé une solution logicielle qui permet aux professionnels de la santé de déterminer à quel antirétroviraux leurs patients séropositifs seraient le plus sensibles. Du nom de Exatype, elle permettra de réduire les cas de résistance aux ARV. Nous allons utiliser l'argent remporté du prix pour étendre notre test HIV ou le permettre grâce à notre plateforme en ligne. Nous planifions également de l'étendre avec la télévision pour les tests de résistance aux drogues et aux antibiotiques. Le Grand Prix de l'année 2016 est revenu au docteur Valentin Agon du Bénin qui concourait avec Apipalu. C'est un médicament antipaludique développé à partir d'extraits de plantes naturelles d'Afrique. Il est moins coûteux et a un effet inhibiteur sur l'agent à l'origine du paludisme. Il reçoit pour cette innovation $100,000, soit 57 millions de francs CFA, occasion pour le docteur Agon de rappeler à quel point le paludisme fait du mal à l'Afrique. Depuis la nuit des temps, le paludisme a déclaré la guerre à l'Afrique et emporte chaque jour 3000 enfants. Toutes les 30 secondes, un enfant africain meurt du paludisme. C'est une catastrophe humanitaire. On ne peut pas se taire quand on est africain. Et c'est pourquoi nous avons résolu le problème en trouvant une solution.
La solution la plus terrible face à la malaria, c'est ça. Cette guerre est désormais gagnée par l'innovation africaine produite par l'Afrique, pour l'Afrique et pour le monde. La présidente du jury de cette 5e édition du prix de l'innovation pour l'Afrique s'exprime sur les critères les plus marquants pour le jury. Le critère le plus important, c'était l'originalité. C'est les grands problèmes sociaux et on a essayé de régler les problèmes qui touchent à la vie de toute l'Afrique, qui est le paludisme, aussi les questions de sida et les gene therapy. Donc on a pensé que les questions sociales sont très importantes et le moyen avec lequel les innovateurs ont choisi de régler ces questions sont très innovateurs et très importants pour l'Afrique et le monde entier. Au cours de son allocution, le président du Botswana, Célestin Ian Khama, a rappelé le rôle catalyseur que doivent jouer les États africains pour booster l'innovation dans leurs pays respectifs et créer une dynamique de l'innovation en Afrique. Le prix de l'innovation pour l'Afrique fêtait cette année son 5e anniversaire sous le thème Made in Africa. Puisse cette émulation faire naître des générations entières d'innovateurs. C'est la fin de ce bulletin d'information du 24 juin 2016. Bonne suite de programmes sur Vox Africa.